Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à restaurer votre véhicule ou à le réparer. J'ai été formateur auprès de nombreux élèves dans le cadre de formations que je donne en ligne, exactement comme ici, mais de façon plus approfondie, en fonction aussi du type de véhicule que vous avez. Et j'ai déjà formé beaucoup d'étudiants en mécanique qui voulaient se lancer dans une restauration de véhicules ou qui voulaient tout simplement comprendre juste comment fonctionne leur voiture de façon à savoir quand il y a des réparations, qu'est-ce que ça concerne, ce que fait le mécano et tout ça. Et c'est exactement ça que j'ai envie de vous transmettre dans cette petite première vidéo où on va parler identification du véhicule, type de véhicule, on va parler aussi un petit peu du moteur à 4 temps. Donc le moteur qui peut être un moteur essence ou un moteur diesel, et je vais vous parler, on parlera par la suite dans d'autres vidéos du moteur électrique qu'on va voir apparaître de plus en plus dans les voitures de Monsieur Tout le Monde, donc on va retrouver de plus en plus souvent. La première chose qu'il faut savoir quand on veut travailler sur une voiture ou quand on veut réparer un moteur, c'est savoir l'identifier. Et pour savoir l'identifier, eh bien, il y a un numéro d'identification, et ça, je vais vous en parler dans un premier temps. Ensuite, je vous parlerai de la façon dont fonctionne le moteur à 4 temps, le moteur à combustion interne, donc moteur type Rudolf Diesel, ou le moteur à essence. Voilà, comment ça fonctionne, quels sont les 4 temps du moteur, comment il est fabriqué, quels sont les principaux fluides qui passent à travers le moteur, quels sont les étages qu'il y a dans un moteur. Donc on va partir vraiment des bases et puis on va affiner de plus en plus. Et vous aurez d'autres vidéos un peu plus précises sur chacune des thématiques. On va commencer je vais vous partager mon écran et on va commencer d'abord avec l'identification du véhicule et le fonctionnement d'un moteur à 4 temps. Voilà, alors tout d'abord, avant de vous lancer dans votre restauration de véhicule ancien ou avant d'acheter un nouveau véhicule ou de faire une recherche pour un véhicule ancien qui vous plaît, eh bien je vous conseille, lorsque vous allez voir des véhicules, de vérifier le VIN, le numéro VIN, ce qui s'appelle le Vehicle Identification Number. C'est un numéro en fait qui va vous donner le numéro de série de la voiture et qui est un code qui est utilisé depuis 1954 et qui comporte désormais 17 caractères depuis 81. Il a été un peu normé. Et sur ce code, en fait, c'est exactement comme ici. On va le trouver à plusieurs endroits. Il va être frappé à froid sur la carrosserie et il va être frappé à froid aussi sur le moteur à certains emplacements. Et donc vous allez pouvoir le retrouver. Et donc on voit ici par exemple c'est KLA TF08Y1VB 36 et il y a des petites étoiles en fait pour délimiter le début et la fin du numéro. Alors là c'est sous le siège avant par exemple, mais parfois on peut le retrouver aussi très facilement. Hop, si je reviens là, donc on va le retrouver aussi au niveau sous le pare-brise, en bas du pare-brise. Donc ça, c'est sur pas mal de véhicules aussi, c'est fait de cette façon-là. Et donc, vous pouvez vérifier que ces 17 chiffres correspondent à ceux que vous allez retrouver sur la carte grise de votre véhicule. Ça, c'est une première chose à regarder déjà quand vous achetez dans un véhicule ancien ou même un véhicule assez récent, de vérifier qu'il n'y a pas eu une manipulation sur la carte grise. Et c'est une bonne vérification à faire, de voir qu'il n'a pas été volé, de voir que la carrosserie n'a pas été retirée ou à la meuleuse complètement enlevée et refrapper un numéro différent. Donc ça, je vous conseille de regarder et de bien identifier tout ça. Alors après, sur ce code constructeur, vous allez avoir dans ce code, en fait, il y a les numéros, ils veulent dire quelque chose, bien sûr, ils ont tous une signification. Et le premier code qui va être important, ça va être le code WMI, qui va être le code constructeur attribué par le constructeur. Ensuite, vous avez le code VDS et le code VIS. Et en fait, là, on voit les numéros. Les 3 premiers numéros, c'est le code constructeur. Ensuite 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça c'est le code VDS qui va vous donner la composition du véhicule, le code d'équipement du véhicule, ce qu'il va comporter à l'intérieur. Voilà, ça va vous donner pas mal d'infos sur tout ça. Et ensuite, vous allez avoir le code VIS qui va vous donner en fait l'année du modèle, le code du véhicule, le numéro progressif de la série du véhicule, le numéro du véhicule dans sa série. Donc ça, c'est aussi super important de regarder ce code et ça va vous donner des informations en fait en fonction
des constructeurs. Le premier caractère désigne une zone géographique, par exemple 1 pour les États-Unis, 2 pour le Canada, V pour la France, Z pour l'Autriche, W pour l'Italie, pour l'Allemagne. C'est l'endroit où a été construit le véhicule. Le deuxième caractère désigne le pays à l'intérieur de la zone géographique et le troisième caractère désigne un constructeur spécifique. Donc là, on a des exemples un peu, un VF1 pour Renault France, par exemple. La zone V, ça regroupe Autriche, France, Espagne, Croatie, Estonie. Donc tous les véhicules fabriqués en Autriche, France, Espagne, Croatie, Estonie sont en V. Ensuite, vous allez avoir le pays à l'intérieur de la zone, donc France, et vous allez avoir le 1 pour Peugeot, le 1 pour Renault, le 3 pour Peugeot, le 4 pour Talbot, le 6 pour Renault Trucks, le 7 pour Citroën, le 8 pour Matra. Après, pour Alpine, il y aura VFA, par exemple. Donc chaque véhicule va avoir son code spécifique pour le WMI. Pour le code descripteur VDS, donc ça c'est 6 caractères médians, donc ça va vous donner un peu la description du véhicule, et après il y aura le code VIS qui seront les 8 derniers caractères. Donc comme ça vous allez avoir aussi pas mal d'informations sur le véhicule, sur la sellerie, sur le type, etc. Par exemple, une Mazda XJM pour Mazda Japan, 1 pour le type de véhicule automobile au Japon, numéro d'identification N pour Miata, l'identification de la génération, donc A ça va être la première génération sans le restylage, et B ça va être avec le restylage à partir de 99. 351 ça va être le type de toit, toit rigide, sans toit rigide, avec ou sans. Ensuite on va avoir l'année de production du véhicule, l'usine de production, donc là ici dans le cas de la Mazda MX-5 ce sera 0, ce sera dans l'usine d'Hiroshima, ou 1 l'usine de Hofu, et donc vous allez retrouver ça à chaque fois. Ce qui va vous permettre en fait de bien identifier votre voiture et de vérifier que c'est vraiment le bon véhicule et que c'est le véhicule auquel vous vous attendiez. Voilà, ça c'est une première chose à savoir quand on commence dans la véhicule ancien. Ensuite, on va parler vraiment du moteur, parce que c'est souvent ce qu'on doit apprendre quand on commence les bases en mécanique. C'est le fonctionnement tout simplement d'un moteur. Alors, comment fonctionne un moteur? Eh bien, on va le regarder, on va le voir grâce à cette petite vidéo qui décrit très très bien les choses. Donc, cette petite vidéo, je vais essayer de la mettre en grand écran pour voir. Ouais, c'est bon, ça marche. Donc ici, on voit un moteur avec un bloc, en fait, tout simplement. Et c'est un bloc qui a été un petit peu détaillé pour qu'on puisse le comprendre beaucoup plus facilement. Alors ici, il s'agit d'un moteur diesel, mais le fonctionnement du moteur entre le moteur diesel et le moteur à essence, ça va être quasiment le même fonctionnement. On va retrouver à chaque fois les mêmes éléments dans le cadre presque les mêmes éléments. Il va y avoir un système d'injection qui va un peu changer, par exemple, entre un moteur à essence et un moteur diesel. Et puis, il va y avoir aussi l'allumage dont on va avoir besoin dans un moteur à essence, alors qu'un moteur diesel, ça va être un moteur qui va fonctionner avec la pression exercée sur le carburant. Et plus on va exercer de pression sur le carburant, quand le piston va remonter, ça va créer une compression et ça va faire exploser le mélange. Et c'est ça qui est important dans le moteur conçu par Rudolf Diesel. Alors on va commencer par le moteur diesel, mais vous verrez que les 4 temps moteurs, on va les retrouver aussi dans les moteurs à essence. Hop, je mets play. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Donc on voit un bloc moteur, en fait on voit 2 blocs l'un sur l'autre. Alors si je reviens un petit peu en arrière, on voit 2 blocs l'un sur l'autre. Donc la partie basse du moteur, qu'on va appeler bas moteur, c'est toute la partie qui est grise là mais légèrement transparente. Et la partie haute du moteur, ça va être ce qu'on appelle le haut moteur, donc c'est la culasse ici, avec les 2 arbres que vous voyez au-dessus, qu'on appelle des arbres à cam. Donc ça on le reverra plusieurs fois dans les cours, mais ici on voit qu'il y a 2 arbres à cam. Et en bas, on a un grand axe en bas du moteur qu'on appelle le vilebrequin. Donc dans un moteur comme ici le moteur diesel, mais ça va être la même chose dans un moteur à essence, vous aurez un vilebrequin et vous aurez un arbre à cam ou 2 arbres à cam, ça va dépendre un peu du nombre de soupapes. Donc on va pas aller trop vite, je vous expliquerai après ce que c'est qu'une soupape. On va faire très simple. Donc on va prendre tout simplement, hop, on va faire en sorte d'avoir un moteur beaucoup plus simplifié. Donc le moteur, qu'il soit diesel ou à essence, il fonctionne sur le système du mécanisme à manivelle coulissante, exactement comme présenté ici. Donc si je fais play, on voit bien qu'on a une manivelle en bas
qui va tourner et qu'on a un piston ici qui va monter et descendre juste en fonction des explosions. Il va descendre à chaque explosion et puis il va remonter emporté par son élan. Alors ici, vous avez par exemple un moteur monocylindre, donc un moteur avec un seul cylindre qu'on voit ici. Là, il y a un cylindre avec un piston qui va être à l'intérieur, et puis on a des petites rainures sur le piston, donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond, hein. Et en dessous, on a une espèce de grande pièce oblongue qui est faite de deux yeux, c'est ce qu'on appelle la bielle en fait, et la bielle, elle va être reliée à un maneton de bielle, hein, ici à ce niveau-là, elle va être reliée à son maneton, c'est l'axe sur lequel elle pivote en fait, et au-dessus de ce bas moteur, donc qui est l'ensemble bas moteur, piston, bielle, vilebrequin, maneton de bielle ici, sur cet ensemble-là, on va poser une culasse qui va être la partie haute du moteur, en fait, hein, on voit directement ici. Et cette culasse, elle va avoir besoin de soupapes, c'est-à-dire qu'elle va avoir besoin de soupapes d'admission et de soupapes d'échappement. D'un côté, vous avez l'admission et de l'autre côté, vous avez l'échappement. Ici, on voit qu'il y a des soupapes d'admission et des soupapes d'échappement. Alors, l'admission de l'air. Alors, juste avant de commencer par l'admission de l'air, je vais juste vous remontrer les différents éléments. Donc, hop, ici, on retrouve le moteur complètement transparent et on va bien voir donc le vilebrequin en bas, les bielles ici. Hop, 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 4 bielles, 4 pistons, et puis des petites soupapes qui vont s'ouvrir et se fermer grâce tout simplement aux arbres à cames qui sont au-dessus. Hop, je reviens un tout petit peu en arrière, ça va être plus simple pour vous montrer ça. Donc là, on voit bien qu'il y a des arbres à cames au-dessus qui vont pousser sur des petits poussoirs, là, ce qu'on appelle des poussoirs, et ça va pousser sur les... pousser directement ici sur ce qu'on appelle les soupapes, hein, qui sont ces petites tulipes ici, et ces soupapes, elles vont laisser passer le carburant, ou l'air, ou alors elles vont laisser passer juste l'air frais et elles vont laisser sortir l'air vicié qui va aller vers l'échappement, hein, l'air de l'échappement. C'est pour ça que je parle de soupape d'admission et d'échappement. Alors, au niveau de l'ensemble piston, bielle et maneton. Donc ici, on a simplement le piston. Donc le piston, c'est vraiment la pièce qui va monter et descendre à l'intérieur de votre cylindre. Et sur ce piston, on a des petites rainures dans lesquelles on va avoir des segments. Donc ici, vous avez un piston et on va trouver en fait 1, 2, 3 segments classiquement sur un moteur. Alors ici, il y en a peut-être 4. 1, 2, 3, 4, mais normalement d'habitude il y en a que 3. Alors ça veut dire qu'en fait sur ce piston on va pouvoir placer comme des petits cerceaux qui vont venir s'insérer en fait sur la tête du piston ici, qu'on va appeler des segments. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Donc les segments de piston, à quoi ça ressemble. Donc un segment de piston, voilà comment on peut le trouver, comment on peut l'acheter. Donc c'est comme des petits cerceaux et ça vient se mettre autour de la tête du piston. Et ces segments, en fait, c'est très simple. Vous allez avoir, hop, si je me décale ici, vous allez avoir un segment coup de feu ou segment pare-feu, ensuite un segment d'étanchéité et à la fin un segment racleur. On peut rajouter en plus un petit anneau qui vient en fait maintenir le segment racleur. Chacun de ces segments en fait va pousser sur l'extérieur de notre cylindre, donc il va être bien étanche tout le temps. Et on peut les remplacer lorsqu'ils sont usés. Le symptôme de l'usure des segments, c'est une voiture qui va faire une petite fumée bleue à l'échappement. Ça veut dire que les segments commencent à être usés et donc on a de l'huile qui rentre à l'intérieur du cylindre. Donc voilà à quoi ressemblent les segments et on peut les ajouter sur la tête du piston. Vous pouvez aussi acheter des segments avec des pistons, excusez-moi, avec les 3 segments directement positionnés sur le piston. Donc ça, c'est très important de le savoir parce que ça va permettre à notre moteur de fonctionner. En dessous du piston, en fait, on va ajouter ce qu'on vient de rajouter ici, donc ce qu'on appelle la bielle. Hop, je vais revenir avant. Et donc là, ce qu'ils vont faire là, c'est l'embiellage, c'est-à-dire le positionnement de la bielle. On va la passer en dessous de la tête de piston. On va mettre un axe ici, qui est l'axe du piston. Donc au niveau du pied de bielle, alors c'est très étonnant parce qu'en fait, on appelle ça le pied, la partie supérieure là, qui vient sous la tête de piston. On appelle ça le pied. Et ici, on appelle ça la tête du piston. Là,
Le grand œil, alors c'est comme si la bielle elle avait la tête en bas. En fait, le pied il va être en haut et la tête va être en bas, là où il y a le gros œil. Donc tête de bielle et pied de bielle ici. Quand on dit couler une bielle, ça veut dire qu'on a cassé simplement l'axe parce que le moteur a trop chauffé ou qu'il y a eu un souci au niveau de... Souvent c'est de la surchauffe du moteur. Et en dessous, on va placer le vilebrequin. Et comme ça, on va obtenir notre mécanisme à manivelle coulissante qui va monter et descendre en fonction des explosions. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Ensuite, si on continue, eh bien, on va placer donc ce mécanisme à manivelle coulissante dans le bloc moteur. Alors là, ils ont montré rapidement le bloc moteur et on a vu qu'il n'y a pas seulement donc une partie évidée pour le piston, mais on voit aussi ici des petites ouvertures. Donc là, par exemple, ça c'est pour le refroidissement du moteur. C'est-à-dire que dans votre bas moteur, vous allez avoir de l'eau qui va circuler, qui va monter entre le bas moteur et le haut moteur et qui va descendre et qui va venir refroidir en fait le bloc moteur, qui va lui donner un rafraîchissement si on veut et qui va lui permettre de ne pas surchauffer. Donc très important, la circulation de l'eau à l'intérieur du moteur et elle va se faire par les petites ouïes qu'on trouve ici de chaque côté de notre cylindre en fait, tout simplement ici. Et ensuite on voit notre piston qui monte et qui descend tout simplement comme ça. Par-dessus on va rajouter notre culasse. La culasse elle est souvent faite en aluminium. Donc ici le bloc moteur, le bas moteur, souvent c'est de la fonte. Ça peut être aussi de l'aluminium, mais c'est souvent de la fonte de fer et ça dure, c'est très durable. Ça dure vraiment très longtemps. 300 000, 400 000, 500 000 véhicules, 500 000 km sur certains véhicules, voire même 1 million. Donc ici on voit bien que ce bas moteur donc qui est en aluminium, il est connecté bien entendu. Il est en relation avec la partie haute du moteur, donc qui est le bas moteur en fonte plutôt, il va être en relation avec la partie haute du moteur. Donc si je reviens un petit peu en arrière, voilà. Maintenant on va voir les 4 temps moteurs. Donc pour tout vous expliquer, il y a 4 temps sur un moteur. Le premier temps, ça va être la course d'aspiration. C'est le moment où le moteur il va prendre son souffle, en quelque sorte, il va aspirer de l'air. Et il va aspirer un air qui va avoir une riche teneur en oxygène. Pour lui, c'est important d'avoir de l'oxygène parce que pour faire une combustion, il faut de l'oxygène. Donc il va aspirer de l'air et en même temps, il va pouvoir calculer grâce à une sonde la quantité d'oxygène qu'il aspire. Ensuite, après cette course d'aspiration, donc une fois qu'il aura aspiré tout son oxygène, eh bien on va avoir les soupapes donc d'admission, celles-là qui vont se refermer et elles vont laisser donc l'ensemble du cylindre complètement fermé pour que la compression puisse se faire. Donc le premier temps c'est l'admission, donc l'aspiration. Le deuxième temps ça va être donc la compression, c'est la course de compression, aussi bien sur un moteur essence que sur un moteur diesel. Et quand on va être tout en haut de la compression, ici vous avez un élément qu'on appelle l'injecteur. La plupart aujourd'hui des moteurs sont à injection, il y a encore des moteurs à carburation, mais la plupart des moteurs utilise l'injection. Et donc juste avant que le piston arrive tout en haut de sa course, il va y avoir l'injection du carburant. Alors normalement il le montre. Et là dans le cadre d'un moteur diesel, on va monter à 40 bars de pression et à 550 degrés Celsius. Alors ça c'est un moteur diesel classique, mais donc sans turbocompression, mais avec une turbocompression on peut monter encore plus en pression et puis on va monter aussi de toute façon en température. C'est cette augmentation de pression à 40 bars. Donc pour vous donner une idée, en plongée, tous les 10 mètres, quand on descend dans l'eau, on a 1 bar de pression. Donc là, 10 bars, c'est la pression qu'on a à 100 mètres sous l'eau. Et 40 bars, ça va être la pression du coup qu'on va avoir tout simplement à 1000 mètres, on aurait eu 100 bars. Donc là, ça va être la pression qu'on va avoir à 400 mètres sous l'eau, par exemple. Donc il y a une forte pression quand même à cet endroit-là. Et c'est pour ça que le mélange va s'enflammer. Le diesel, il va s'enflammer uniquement grâce à la pression qui va venir, en fait, grâce à la course de compression. Et la chaleur, bien sûr, qui va être importante à ce niveau-là. Alors, il y a en plus de ça, pour le démarrage, on va avoir ce qu'on appelle une bougie de préchauffage dans les moteurs diesel. Parce qu'au démarrage, on n'a pas assez de chaleur, donc il faut réchauffer le moteur et on le fait avec une bougie de préchauffage.
Une fois qu'on arrive en haut de la course de compression, eh bien ce mélange, donc bon là ils nous mettent l'injection, elle est un tout petit peu plus tôt, hein, elle est presque quand le piston arrive en haut, mais elle est un tout petit peu plus tôt que sur la vidéo. Et puis là il y a une explosion, et à ce moment-là on arrive à 150 bars de pression et 2500 degrés Celsius. Ça veut dire que là on a une augmentation forte de la chaleur au moment de l'explosion. Et ensuite, tout simplement ce qu'on appelle la détente, course de travail ou détente, c'est le moment où le piston va redescendre. Et une fois qu'il est redescendu, il va remonter, en fait, tout simplement, hein, il va remonter, et il va permettre l'échappement. Bon, vous avez vu qu'à l'échappement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Juste avant qu'il remonte, si je reviens un tout petit peu en arrière, donc juste avant qu'il remonte, on va avoir nos soupapes d'échappement qui vont s'ouvrir, et qui vont laisser les gaz brûlés ressortir par l'échappement. Donc ça, c'est le fonctionnement classique du moteur diesel. Donc après, quand vous allez démonter ce moteur, vous allez voir très facilement, hein, tous ces éléments. Là, on voit qu'on a 2 soupapes d'admission et 2 soupapes d'échappement, mais on a aussi des moteurs avec une soupape d'admission et une soupape d'échappement. Ça va dépendre un peu des moteurs. On peut en avoir 2 ou une, ou voilà, on a plein de modes, mais l'important, c'est de faire rentrer de l'air à l'intérieur du moteur, de produire cette explosion et ensuite de faire échapper tout l'air qui va être pollué pour qu'il aille vers le collecteur d'échappement et ensuite vers l'échappement de la voiture. Hop, course de compression, course d'échappement, course de travail. Je vais remettre l'ensemble. Voilà, aspiration, compression, explosion, détente et échappement. Aspiration, hop, ça remonte, ça comprime, on injecte, ça explose, et l'air vicié ressort directement grâce aux petites soupapes. Donc on voit bien, hein, c'est toutes ces petites soupapes qui viennent travailler et qui viennent ouvrir ou fermer. Alors je dis petites soupapes parce que sur un moteur, les soupapes ça va être de cette taille-là, hein, ça va faire ça va être, bon là j'ai une clé par exemple, ça va faire 2 fois la longueur de la clé, hein, ça fait une petite tulipe. Voilà, c'est assez petit. Par contre sur des gros bateaux, par exemple sur des gros bateaux diesel, sur des super tankers et tout ça, on se met à côté de la soupape et la soupape fait 2 mètres de haut, donc elle fait elle fait la même taille qu'un être humain, hein, et dans ces moteurs-là, on peut descendre à l'intérieur du piston ici, hein, dans le volume de la chambre. Et donc c'est vraiment des moteurs énormes. Mais sur les voitures classiques, hein, sur la voiture qu'on a vous et moi, eh bien c'est des soupapes qui sont assez petits, hein, c'est de l'appareillage qui est assez petit. Ensuite, on retrouve donc ici notre piston avec ses segments et au milieu il peut y avoir un bol, hein. Vous avez peut-être constaté ça en fait sur la photo juste avant. C'est-à-dire qu'on peut donner une forme en fait à la tête du piston pour que les gaz au moment de la compression, que tout se mélange bien, le carburant et l'air se mélangent bien à l'intérieur. Et donc ça peut faire comme ici une sorte de petit bol avec un effet Venturi, ce qu'on appelle, hein, il va y avoir un mouvement à l'intérieur et ça va permettre un meilleur mélange entre l'air et le carburant pour qu'il y ait une belle explosion. C'est ce qu'on voit ici. Et surtout, dans les systèmes à injection, on essaye d'avoir un bon cône d'injection, c'est-à-dire que l'injecteur qui est ici, hein, qui va pulvériser du carburant sous haute pression, et bien que ça fasse vraiment comme une petite touche de carburant, mais vraiment de façon bien répartie à l'intérieur du cylindre. Alors si on revient juste avant, là on a ajouté des éléments au moteur. Donc on retrouve notre vilebrequin en bas, on va retrouver nos 2 arbres à cam ici, avec 2 poulies d'arbres à cam en bleu. Ici on va avoir un gros volant, qu'on va appeler le volant moteur, c'est une grosse poulie assez lourde en fonte, qui va ensuite permettre aussi au moteur de démarrer, parce que ces moteurs-là, en fait, ils ne démarrent plus à la main. Autrefois, sur les anciennes voitures, on faisait démarrer la voiture avec une manivelle qu'on connectait ici au vilebrequin, donc directement à l'avant du moteur, et souvent les moteurs étaient dans le sens longitudinal, et à l'arrière, on avait notre volant moteur, hein, qui tournait, mais lui qui était connecté ensuite au niveau de la boîte de vitesse, hein, c'est ce volant moteur là qui va, hop, si je fais tourner mon moteur, voilà, c'est sur ce volant moteur qu'on va avoir l'embrayage et qu'on aura ensuite le système de changement de vitesse qui va être à la suite, hein, au niveau de la boîte de vitesse. Mais à l'avant, ce qu'on voit bien ici, c'est là où on branchait en fait la manivelle. Alors pour vous montrer une voiture à manivelle, c'est facile. Voilà. Donc une voiture à manivelle, voilà à quoi ça ressemble. Alors là, on a une 2 chevaux par exemple,
mais celle-ci c'est aussi une voiture qui va fonctionner avec une manivelle, et on voit vraiment que dans ces cas-là, on connecte en fait la manivelle directement sur le vilebrequin. Hop, je vais mettre vilebrequin. Voilà, comme ça vous allez voir comment ça fonctionne. Donc sur une voiture à manivelle, hein, tout simplement, on branchait la manivelle sur le... Là, c'est un vilebrequin. Hein. Le vilebrequin, il a des masses lottes, en fait. Il a des masses contraires hein, qui permettent d'éviter les chocs et les soubresauts au moment quand le moteur tourne, et ça permet d'équilibrer l'ensemble. Et en fait, sur une voiture à manivelle, alors là, je vais peut-être agrandir pour voir. On va voir comment ça fonctionne. Non, il me montre pas. Donc, on a simplement cette photo-là. Et hop, on voit que sur la deuxième photo, non, ça nous aide pas. Donc simplement, en fait, sur une voiture à manivelle, eh bien, on agissait sur le volant moteur, sur le vilebrequin directement, et on était branché directement sur le vilebrequin. Je crois que sur cette vidéo, on le voit bien. Hop, on voit bien qu'on est ici, là, voilà, je vais avancer un petit peu. Donc on voit là vraiment, ça c'est des très vieux modèles. Il me semble que c'est la Ford T. Ouais, ça c'est la Ford T. Et sur la Ford T, ben, on voit que le moteur il est dans le sens longitudinal. On voit bien ici le radiateur qui est devant. On voit bien la manivelle et on voit bien comment on va lancer en fait la voiture, tout simplement en faisant tourner la manivelle. Alors là, elle n'est pas embrayée. Il faut appuyer pour être embrayée. Elle peut se débrayer, hein, bien sûr. Et si elle était embrayée, ça serait beaucoup plus difficile. On ne fait pas tourner ça comme ça, bien sûr. Alors, si j'avance ici, donc là, il va essayer de la faire démarrer. Donc tout simplement, en fait, là voilà, la manivelle, elle est fixée à l'avant. Alors la vidéo, elle est un peu floue. Elle est fixée à l'avant parce qu'en fait, dans l'alignement, il va y avoir le vilebrequin. Ici, il va y avoir le volant moteur avec le changement de vitesse. C'est pour ça que vous avez cette grande cloche d'embrayage à ce niveau-là. Donc il y a toujours une cloche d'embrayage. C'est ce qu'on voit la partie en aluminium ici. Hein. Voilà, là c'est mieux, la photo, on voit bien. Et donc on branche l'embrayage là, et on fait tourner et on va donner les premiers tours au moteur, ce qui fait qu'il va se lancer. Sur les moteurs diesel, c'est vraiment la pression qui fait lancer le moteur, donc c'est vraiment ça qui va être important, c'est de donner les premiers tours. Aujourd'hui, on n'utilise plus des manivelles, mais on utilise tout simplement un démarreur de voiture, en fait, qui va être placé donc sur notre volant moteur. Donc le démarreur, il va permettre, hop, si j'avance ici, voilà, il va être lui embrayé en fait directement. Alors là, ça c'est un volant moteur par exemple, je peux l'agrandir. Donc ici on retrouve le schéma de notre moteur avec notre arbre à cam en haut, nos petites soupapes, nos pistons, avec les bielles ici, le vilebrequin ici, ici le volant moteur, hein, donc ce qui est à l'arrière, et puis derrière le volant moteur, on aura l'embrayage hein, pour embrayer chacune des vitesses qu'on va découpler du volant moteur ou rapprocher du volant moteur. On va l'éloigner, le rapprocher. C'est pareil, c'est un disque. Alors normalement, si je vous montre, ça ressemble à ça, un volant moteur. Donc ce qui est à l'arrière du moteur, ça ressemble à ça. C'est un gros disque sur lequel on va venir faire frotter notre disque d'embrayage et c'est comme ça qu'on va passer nos vitesses. Et si vous regardez bien, il y a des petites dents ici sur le volant moteur et sur ces petites dents, on va venir s'embrayer grâce à notre démarreur qui va être situé ici et le démarreur, il va sortir une tige qui va se mettre contre les dents et ça va faire tourner le volant moteur un petit peu comme ça et ça va permettre, et le volant moteur, il va entraîner les pistons pour faire démarrer le véhicule tout simplement. Donc voilà comment ça va marcher un système de volant moteur. Je vais vous montrer hop, sur le démarreur de voiture. Donc un démarreur de voiture, en fait, il va venir, il a une petite roue dentée comme ça, qui va venir s'embrayer, il va s'avancer. Et cette petite roue, en fait, elle va venir s'embrayer. Alors on le voit bien ici. Hop, ça c'est très bien ce schéma. Elle va venir s'embrayer sur le volant moteur pour pouvoir lancer le véhicule et lui faire ses premiers tours de roue. Hop, normalement... Je vais vous agrandir tout ça. Donc on voit ici, hop, le démarreur. Donc bien sûr, le démarreur, il est connecté à la batterie en 12 volts du véhicule, qui, un côté, est connecté à la masse, c'est-à-dire à toute la carrosserie du véhicule. La batterie, elle a son pôle moins qui a un câble et qui est branché sur toute le châssis de votre voiture pour amener du courant un peu partout. Ça va beaucoup plus vite. Et on va juste avoir les plus qui vont aller à chaque consommateur d'électricité. Donc ici, il a un interrupteur, le câble plus au niveau de la clé de contact. C'est en démarrant, en tournant votre clé dans le contact que vous allez couper ou ouvrir l'interrupteur. Et donc quand vous allez fermer ici l'interrupteur, le courant va passer. Il va alimenter ce qu'on appelle un solénoïde.
et un moteur électrique à courant continu qu'on a à ce niveau-là. Et le solénoïde, en fait, il va tirer comme ça sur une fourchette. En fait, le solénoïde va se reculer, il y a un électroaimant. L'électroaimant va tirer le gros bloc d'acier qu'on a ici. Du coup, ça va tirer ici sur cette petite barre, ça va forcer contre le ressort, ça va tirer sur la petite barre. Ici, la fourchette, elle va pousser le pignon. Le pignon va s'avancer et il va faire tourner le volant moteur, donc qui va entraîner l'axe du vilebrequin directement. En fait, c'est très malin, le système du démarreur, c'est que quand le solénoïde se recule, il va là, ça va toucher deux petits contacts, et ces deux petits contacts vont lancer le moteur à courant électrique continu. Ce qui fait que le pignon, il sera déjà avancé lorsque le moteur va se mettre en route, et le moteur, il est très puissant, et il a la force suffisante pour faire tourner le volant moteur, et donc l'axe du vilebrequin. Si je retourne un petit peu sur ma vidéo, voilà, là, vous avez le volant moteur en gros. Et donc on voit bien que ce volant moteur, hop, je l'agrandis, il y a l'emplacement ici pour le démarreur, il y a toujours un trou ici pour le démarreur, et ce volant moteur, il va permettre de lancer les pistons. Alors là, on voit bien l'ensemble, on voit le volant moteur, on voit le vilebrequin qui est connecté, qui est vissé ici à 6 vis pour visser le volant moteur sur le vilebrequin, directement sur l'axe. Et ensuite, eh bien, il va faire pousser les pistons vers le haut et vers le bas, donc ça va les lancer. Et en plus, là, on nous a rajouté le disque d'embrayage, dont on reparlera dans une prochaine vidéo. Bon, ça, c'est déjà pas mal d'avoir vu ça. Si je retourne sur mon moteur diesel, donc là, maintenant, on va mieux comprendre le schéma. Ici, on a donc l'axe du vilebrequin. Alors, d'un côté, on a notre volant moteur, c'est ce qu'on a vu juste là. Donc ici, on a notre volant moteur, mais de l'autre côté, on a cette courroie qui va venir en fait synchroniser tout le moteur. Donc c'est exactement ce qu'on voit ici. Hop, là si je reviens un tout petit peu. Donc vous avez ce qu'on appelle la courroie de distribution. C'est elle qui va assurer la distribution entre votre vilebrequin qui va être en bas et vos arbres à cames qui sont en haut. Il faut que les deux soient synchronisés. Ça veut dire qu'en fait, le moteur quand il va tourner, il faut que les axes des vilebrequins tournent au même rythme en fait, que les deux axes des arbres à cames, excusez-moi, tournent au même rythme que l'axe du vilebrequin. On a l'axe du vilebrequin en bas, il doit tourner à la même vitesse, en fait, que les arbres à cames ici. Pourquoi? Parce que le haut du moteur doit toujours être synchronisé avec le bas du moteur. C'est super important que tout soit synchronisé parce que on peut pas faire l'admission d'air n'importe quand et la fermeture des soupapes et l'échappement n'importe quand. Et tout ça, ça a un rythme précis et il faut que ça se fasse toujours de façon synchrone. Et en plus, ça a un intérêt aussi, c'est que le vilebrequin, lui, il récupère toute l'énergie du moteur. C'est-à-dire que quand votre piston ici va descendre, il va faire tourner le vilebrequin. Et donc le vilebrequin, vu qu'il tourne, il va pouvoir entraîner lui aussi les arbres à cames, les deux axes qu'on a au-dessus du moteur, il va pouvoir les entraîner grâce à un système de poulies, parce qu'il est relié par une courroie qu'on appelle la distrie, la courroie de distribution, et qui peut être aussi une chaîne de distribution. Alors là, on retrouve un peu la force, ce que ça fait quand il y a chaque explosion. Ça va faire une poussée, et puis on admet de nouveau de l'air frais, on comprime, on fait l'explosion, et on ressort l'air vicié. Voilà. Et on voit qu'il y a des moments, en fait, où c'est plus difficile pour Là, c'est le point d'injection de carburant, en fait. Le point d'injection de carburant, en fait, il va se faire... Alors ça, c'est super intéressant. On voit l'admission ici, l'admission de l'air. Donc là, il y a moins de force forcément à ce moment-là. Il y a moins de force produite par le moteur. C'est pour ça qu'il va y avoir des petites irrégularités quand un moteur tourne. On dit toujours un moteur tourne rond, mais en fait, il tourne pas tout à fait rond. Là, il va y avoir une chute de la force, puis il va y avoir une aspiration, donc il va monter vers le haut. Alors là, s'il y a plusieurs cylindres, et plusieurs pistons, il est poussé à ce moment-là avec beaucoup de force. Puis il y a l'injection de carburant. Ici, l'explosion, et on repart pour un cycle. Alimentation, échappement, voilà. Donc ça vous permet de voir qu'un moteur, c'est cyclique, et qu'il y a des moments où il y aura plus de soubresauts, d'efforts, et puis des moments où ça va être un peu plus souple, et donc à chaque fois, il y aura un soubresaut. C'est pour ça que un moteur monocylindre, il va y avoir plus de vibrations, et forcément plus de moments où
il va bouger ou faire vibrer la voiture par rapport à un moteur à 4 cylindres, voire à 5 cylindres encore plus régulier, ou un V8 ou un V12 à 8 cylindres ou à 12 cylindres. Plus on a de cylindres, plus on a d'explosions à des moments différents. Et donc, le fait d'avoir des explosions de façon très rapprochée et avec des cycles différents, eh bien, ça aide le moteur à avoir une certaine régularité. Alors, la plupart des moteurs à 4 cylindres, en fait, on va voir qu'en fait, là, il y aura le temps d'aspiration, par exemple, dans le cylindre 1. À ce moment-là, il y aura le temps de compression dans le cylindre 2, d'échappement dans le cylindre 3 et d'alimentation dans le cylindre numéro 4, en fait, le moment de l'explosion, on va dire, dans le cylindre numéro 4. Donc, aspiration, compression, échappement, explosion. Et on voit que là, on a un cycle en entier sur les 4 cylindres. Le moteur à 4 cylindres, il est assez équilibré pour ça, parce qu'il y aura toujours un temps différent dans chacun des pistons, donc on va facilement avoir un moteur qui va être assez équilibré. Si je mets play, regardez, hop, on voit les explosions, et souvent, le cycle d'un moteur classique à 4 cylindres, en fait, c'est 1, 3, 4, 2. Je vais revenir un peu en arrière. Donc, 1, 3, 4 et 2. 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 Donc c'est comme de la musique, hein. C'est bien réglé, c'est en 1, 3, 4 et 2. Et ça va vous aider quand sur les moteurs à essence, quand vous allez régler votre allumage. On doit d'abord allumer la bougie sur le cylindre 1, puis sur le cylindre 3, puis sur le cylindre 4, puis sur le cylindre 2. Bah tiens, il nous le donne là. 1, 3, 4, 2, ordre de lancement. On rajoute donc le bas moteur, la culasse, la partie haute, hein, donc ça en fonte, ça en alu, notre volant moteur, hein, notre volant d'inertie. Et le volant moteur, il va participer aussi à ce que, en fait, les à-coups provoqués par le moteur ici, hein, ils soient un petit peu lissés. Étant donné qu'il a de l'inertie, ça va permettre de lisser les à-coups et ça va permettre d'avoir déjà un peu moins d'à-coups dans la boîte, un peu moins de vibrations dans la boîte et après aussi dans l'ensemble de la voiture. Et il faut savoir qu'il y a aussi des volants moteurs bimasse qui ont des systèmes de ressort à l'intérieur, hein, ce qui permet aussi encore plus d'assouplir le fonctionnement du moteur. Donc si je vous mets volant moteur bimasse, vous allez voir un peu ce que ça donne. Hop. Eh bien, c'est un volant moteur qui à l'intérieur a des ressorts, hein, ce qui permet aussi de diminuer les à-coups, hein, de compenser le fait qu'il y ait des à-coups, hein, à l'intérieur du moteur. On voit qu'il y a des ressorts à l'intérieur, hein. C'est des volants moteurs plus compliqués qu'il faut changer du coup plus souvent, environ tous les 100 000 km, hein, 100-120 000. Il va y avoir un changement du volant moteur, donc plus souvent que lorsqu'on fait l'embrayage, mais qui apporte aussi plus de confort. Ça peut être intéressant pour ça. Mais c'est pas sur du véhicule ancien. Ça, c'est sur des véhicules à partir des années 2002, 2003, 2004. Début des années 2000. On va commencer à avoir ces technologies-là. Donc tout ça, on a vu. Le moteur diesel, on va finir notre petite passage sur le moteur diesel. Donc on voit, voilà que le volant moteur va permettre de réduire, hein, ce système de vibration. Alors, au niveau des cycles, il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé. Bon, c'est des forces, hein. Il y aura des forces opposées à un certain moment, puisqu'il y aura deux pistons, donc ici le 2 et le 3 qui descendent, pendant que le 1 et le 2 montent. Voilà, donc il y aura des forces opposées, hein. Il va y avoir des forces forcément à l'intérieur de tout ça. Et donc, à l'intérieur du moteur, il va y avoir de l'huile qui va circuler, de façon à lubrifier l'ensemble du moteur. Pas à l'intérieur des chambres, là où il y a l'explosion, mais à l'intérieur du bas moteur. Et on voit aussi que s'il y a des manetons, donc ça c'est les endroits où les bielles sont vissées, hein, on voit bien qu'elles sont vissées avec des petits boulons ici. Et sur ces manetons, on va trouver en fait ce qu'on appelle des coussinets, de bielle. Je vais vous montrer ça, coussinets de maneton. Alors ouais, on trouve de tout, hein, sur internet. Hop, les coussinets de maneton, en fait, ça va être des petites pièces métalliques comme ça qu'on va placer à l'intérieur et qui vont permettre de faire la liaison. Donc on va les placer sur le bloc moteur, ils vont maintenir en fait alors il y aura les tourillons qui vont être maintenus sur des coussinets comme celui-ci. Hop, si je descends ici, on va bien voir normalement les tourillons et les masses d'équilibrage. Je vais agrandir un peu tout ça. Donc votre vilebrequin, en fait, il y a des endroits où il est maintenu donc à l'intérieur du bloc moteur, hein, dans la fonte. Il est maintenu aussi avec des petits coussinets de métal qui sont très souples. Il y a aussi de la régule à l'intérieur, donc il
des métaux très résistants qui vont permettre au vilebrequin de tourner sur lui-même. Et puis il y a des éléments, donc on voit que ça c'est tout ce qui est dans l'axe, tout cela ils sont alignés ici. Et il y a les manetons qui eux vont tenir les bielles et donc qui vont permettre aux pistons, quand les pistons vont descendre ou monter, ça va suivre, hein, c'est le mouvement de manivelle, hein, ça va suivre le mouvement du piston. Et c'est sur ces manetons en fait, eux, ils vont être pris dans des dans les bielles, et donc l'embiellage, donc ça veut dire que les bielles elles vont être serrées autour des manetons. Et quand on va serrer les bielles autour des manetons, on utilise aussi des petits coussinets qu'on appelle des coussinets de bielle. Bielle. Voilà, je vais vous montrer. Hop, ça veut dire qu'en fait, pour que tout ça, ce mouvement se fasse de façon très agréable et facile, et bien on utilise des coussinets comme ça. Alors là, ils ont l'air usés. Donc les coussinets de bielle. Hop, on va les retrouver ici. Donc les coussinets de bielle, alors là ils ont démonté les chapeaux de bielle, donc le dessous de la bielle. Et ici un petit coussinet, donc c'est cette demi-lune en fait en métal et qu'on peut changer. Et il y a deux demi-coussinets, donc on enlève le vilebrequin, on retire les coussinets de chaque côté de la bielle et on change, on remet des coussinets tout neufs. Les coussinets de bielle, en fait, ils peuvent fondre. C'est ce qu'on dit quand on dit couler une bielle. Souvent, on les change tous les 200 000 km, tous les 300 000 km, même parfois. Hein, ça dure quand même très longtemps. Mais on peut voir que les coussinets, ils peuvent fondre. C'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent perdre quand on monte à plus que 120, 130 degrés. Déjà, il y a de la régule à l'intérieur, donc un métal qui peut fondre. Donc, je vais vous montrer ça. Régule coussinet de bielle. Voilà. Donc sur les coussinets de bielle, en fait, ils sont composés de régules d'un métal spécial hein, qui va fondre à une certaine température. Ça va protéger d'une certaine manière le moteur et ça va aussi assurer la lubrification, le fait que ça glisse bien. Et donc là, on voit un coussinet usé, un coussinet neuf. Donc on voit la différence entre les deux. C'est très impressionnant. Et si ça fond, eh bien la bielle, elle va bouger dans son logement. Voilà. Et en fait, ils sont aidés ces coussinets parce qu'en fait, les coussinets, ils sont aidés par l'huile à l'intérieur du moteur. Ça veut dire que les coussinets, en fonction du régime moteur, eh bien, il va y avoir un graissage qui va se faire en fait avec la pression du film d'huile. Il y aura moins de choc aussi au niveau des coussinets. Donc, on va voir que la charge va évoluer et là, on voit qu'il y a de l'huile qui passe. Alors, c'est une micro couche d'huile, hein, mais elle va se glisser en fait directement entre la tête de bielle et le coussinet et ça va permettre de huiler les manetons. Et tous les arbres vont être huilés de cette façon-là. Donc on voit les charges sur les coussinets de bielle et les charges sur les bielles hein, en fonction du rythme du moteur. Hein, les charges elles vont être différentes. Elles vont commencer à 0 degré, 45, 90, 135, 180, 225. Le moteur il va tourner et forcément il y aura des charges différentes sur les coussinets. Et ça, à force, ça peut provoquer de l'usure. Alors si j'agrandis, bah voilà, en fonction de la poussée des gaz en fait. Et de l'explosion, en fait, ça va agir forcément, puisqu'on est sur un mouvement de manivelle. Voilà, si je retourne sur mon moteur diesel, donc voilà, on voit qu'il y a des forces, hein, c'est toutes ces forces qui font qu'on a besoin tout le temps d'un bon film d'huile sur le moteur pour assurer la lubrification. Et il y a des contrepoids, hein, qui sont ces gros blocs là, qui vont faire le contrepoids, qui vont aider aussi à ce que ça s'use pas trop vite, hein, que le mouvement de manivelle se fasse de façon souple. Alors comme je le disais, hein, l'huile elle va rester dans le bas moteur, elle va monter aussi ici pour huiler toutes les petites têtes ici, ce qu'on appelle les poussoirs, hein, les poussoirs qui sont en dessous des arbres à cames. Elle va être pompée par en bas, remonter ici, arroser tous les coussinets et l'ensemble du haut moteur, et puis elle va redescendre jusqu'en bas du moteur, être repompée, et le cycle va se faire de cette façon-là. Donc il faut toujours qu'il y ait de l'huile, mais l'huile ne doit jamais rentrer ici dans la chambre où il y a l'explosion, hein, et cette étanchéité, elle est assurée grâce à notre petit segment, notre segment d'étanchéité, notre segment racleur. Tous ces segments, ils vont participer à ce que l'huile rentre pas ici dans la chambre de combustion. Et on voit ici, alors on n'a pas beaucoup parlé de l'arbre à cames, mais l'arbre à cames, on l'appelle arbre parce que c'est une barre, hein, c'est comme un arbre,
Et les cames, ce sont les petites formes comme les formes d'œufs, là, les formes ovoïdes, qui vont appuyer sur les poussoirs qui vont s'ouvrir et se fermer en fonction du moment où les cames appuient, hop, ça va s'ouvrir et se refermer, ça va faire un petit clac. Et ça va très vite, hein, tout ça. Alors ils ont mis ceinture de sécurité, c'est pas une ceinture de sécurité, hein, c'est une courroie de distribution. Voilà, tout simplement, qui tourne et qui permet de synchroniser les arbres à cames avec le vilebrequin qui est situé en dessous. Voilà, donc je vous remercie d'avoir vu l'ensemble de la vidéo, j'espère que ça a été bien clair, que vous avez bien compris comment fonctionne un moteur à 4 temps, à combustion interne. J'espère que vous avez appris pas mal de petites choses déjà en mécanique. N'hésitez pas à me recontacter pour faire une formation plus personnalisée. Si vous avez un projet de restauration de véhicules anciens, n'hésitez pas à me contacter. Et puis vous pourrez voir dans d'autres vidéos encore beaucoup de choses. Donc formez-vous, lancez-vous, essayez de réparer des voitures, essayez de réparer votre véhicule personnel. Il n'y a rien de tel et de plus satisfaisant que de faire du travail par soi-même avec ses mains. Et je vous souhaite vraiment de le faire. Si vous voulez m'aider et que vous êtes super sympa, vous mettez un petit like et vous vous abonnez à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos de mécanique théorique. Hein, ça va aller assez vite et il y en a beaucoup à voir. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon appétit. Si vous êtes en train de manger, mais en tout cas, n'hésitez pas à continuer de regarder les vidéos, à vous former. Et je suis avec vous pour la suite de la formation mécanique avec Bag & Explo. Ciao, ciao!